Vincent Bolloré, pour moi, c'est un héros moderne qui cherche à garantir des hauts lieux de la parole alternative. Jean-Marie Le Pen, il aura assisté depuis son balcon à la victoire de ses idées. Qu'est-ce qui reste de lui? C'est simple, c'est que c'est lui qui a le premier pointé du doigt la question de l'immigration. Je veux dire une chose capitale par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous dites, mais maintenant, en gros, vous êtes aimé par les gens alors que vous n'étiez pas aimé par les gens, etc. Bon. Et vous savez pourquoi? C'est qu'en fait, j'ai non seulement été traité comme un paria, mais j'ai été traité comme un lépreux. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui sur VA+, avec un invité exceptionnel qui signe ce livre aux éditions Fayard, Mémoricide, un best-seller, comme d'habitude avec lui, qui est déjà en tête des ventes depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Tugdual. Vous avez fait comme d'habitude un livre d'écrivain, avec une langue profuse, tourbillonnante, coruscante, brillante, avec beaucoup d'éclat. C'est érudit, j'ai envie de dire que c'est venteux aussi, parce qu'il y a beaucoup de souffle. Vous qui avez créé le Vendée Globe, je me devais de vous le dire. C'est richement doté, et c'est évidemment, sur le plan politique, anticonformiste. Vous faites partie des auteurs qu'on entend écrire. Il y a une voix dans ce livre. Cette voix, c'est évidemment la vôtre, reconnaissable parmi beaucoup. Une voix solennelle qui gronde, qui chuchote parfois, qui s'emporte, qui s'emballe, mais une voix aussi qui se veut d'une certaine manière assez séductrice pour le lecteur. Ce livre tourne autour d'une thématique quasiment unique, qui est celle de la disparition potentielle de notre pays. J'y ai vu, moi, et j'y ai lu une forme de complainte, comme un air de jazz mélancolique, dense, un peu interminable. Et je voulais savoir, pour commencer, si vous deviez qualifier musicalement votre livre, qu'est-ce que ce serait? Parce que ce livre se découpe en 3 tiers. Les 2 premiers tiers sont une forme de requiem. Le dernier tiers est plus optimiste. Comment vous le qualifieriez, ce 3e tiers, et comment vous qualifieriez l'ensemble, cher Philippe? À quel point de vue? Musicalement. Après le concerto 21 de Mozart. D'accord. Qu'est-ce que vous allez voulu faire comme mélopée? Un mélange de nostalgie et d'envoûtement du temps à venir grâce à la nouvelle génération que je sens poindre, une génération qui va se lever, qui est peut-être déjà en train de se lever, une génération de conscience dressée, que j'appelle de mes voeux, et qui veillera à ce que coulent dans ses veines les pérennités françaises. Voilà. Et quand j'écoute le concerto 21 de Mozart, j'ai double sentiment d'un espoir ténu, comme sur la plage de Roteneuf quand la marée basse, et aussi de la marée montante d'un pays qui est peut-être en train de mourir. Alors, vous dites qu'on n'a plus la gratitude qui induit la reconnaissance d'une civilisation. Vous redoutez qu'on n'ait presque plus le choix, et votre punchline, comme on dit aujourd'hui, qu'on n'ait plus le choix entre la dimitude de l'islamistan et la diminitude du wokistan. C'est une des formules assez fortes au début de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par là? Un peuple qui choisit de confier aux populations immigrées le soin de faire les enfants à sa place. Un peuple qui n'a plus la volonté de reprogrammer la vie, qui n'a plus la volonté de se reproduire, accepte de sortir de l'histoire. C'est le cas aujourd'hui du peuple français, puisque selon Pierre Vermeuren, qui était un homme tout à fait remarquable, à la fois géographe et démographe, le peuple historique français sera minoritaire en 2070. Minoritaire, ça veut dire quel sera le peuple majoritaire? Il y aura l'islamistan et le wokistan. Et je réponds à votre question. L'islamistan et le wokistan, l'islamistan, c'est une religion-État
avec un droit, avec toutes les clés de la maison, c'est-à-dire une civilisation. Et le wokistan, c'est une idéologie où il n'y a pas de grand soir, puisque c'est la fin de l'humanité, puisqu'on veut faire disparaître la masculinité toxique. Pour l'instant, le wokistan et l'islamistan s'entendent. Ils travaillent ensemble, de manière admirable. C'est-à-dire le wokistan décivilise pour que l'islamistan recivilise. Il déculture pour que l'islamistan reculture. Il décolonise pour que l'islamistan recolonise. Jusqu'au jour où, à la manière des mollahs de l'Iran, l'islamistan en finira avec le wokistan. Alors, avec le wokistan, on a la diminitude, c'est-à-dire que... Une réduction de ce que nous sommes. La réduction de ce que nous sommes, exactement. Puisque le wokistan nous dit, depuis 1492, vous êtes des esclavagistes et des colonialistes, donc on va vous le faire payer. C'est la revanche des racisés, comme on dit. Et donc, le peuple des bourgeois de Calais est voué non seulement à s'excuser, à mettre la robe de bure et la tête cendrée, mais à disparaître. Et puis l'islamistan lui impose ce qu'il impose partout où il s'est installé, c'est la dhimitude. La dhimitude, c'est le statut, c'est un statut pour les demi-citoyens soumis. C'est un sujet que je connais bien parce que quand je suis allé à Tolède avec mes amis du Puy du Fou, on a découvert ce qu'a été la dhimitude pendant des siècles. C'est-à-dire les chrétiens et les juifs à Tolède étaient des dhimmis. Et un dhimmi, c'est quelqu'un non seulement qui n'a pas le droit de monter à cheval, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit d'être fonctionnaire, mais c'est aussi quelqu'un qui paye un impôt spécial, jizya, et qui accepte le statut de demi-citoyen. Et donc, en fait, c'est ça qui se prépare pour la France. Le wokistan va bordurer les Français, les culpabiliser, et faire en sorte qu'ils intègrent la sanction en eux-mêmes pour qu'ils acceptent la diminutio capitis. Et pendant ce temps-là, les islamistes, à partir des nouveaux quartiers souverains, qu'on appelle les quartiers populaires, vont installer leur manière d'habiter le monde. Et alors, comme axe de résistance, entre guillemets, à ces menaces, vous prenez notamment comment dire, la continuité historique, évidemment, mais même le recours aux légendes. Il y a une très belle citation, et je précise d'ailleurs que ce livre est truffé de citations, d'extraits de poèmes, d'auteurs connus, d'autres plus méconnus, de citations classiques et certaines que moi j'ai vraiment découvertes. Et alors, il y a cette magnifique citation de Fustel de Coulanges: les peuples qui n'ont plus de légende sont condamnés à mourir de froid. C'est pour ça que vous avez fait le Puy du Fou? Oui, exactement. En fait, ce que j'ai reproché cet été à la cérémonie des Jeux, c'est de ne pas respecter le droit le plus précieux pour un vieux peuple. C'est le droit à la continuité historique, c'est-à-dire le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Et là, vous faites allusion, à travers votre question, au roman national. Quand Ernest Lavis, l'instituteur national, dans un moment de prostration de tous les historiens républicains, après la défaite de Sedan en 1870, quand Ernest Lavis a décidé de trouver un Saint-Crème de substitution, c'est-à-dire un fédérateur qui remplace l'ancien fédérateur qui avait disparu, le Saint-Crème. Quelque chose qui soit à la fois populaire et sacré. La mise en image allégorique
de nos prosopopées. Il a tout de suite pensé, comme Michelet, comme Quicherat, comme tous les autres, que le récit national ne suffisait pas et qu'il fallait ajouter au récit une part de légende, ce qu'on a appelé l'imaginaire collectif. Et donc, c'est extraordinaire parce que ce sont les historiens républicains qui sont allés chercher Jeanne d'Arc, qui sont allés chercher Saint-Louis, qui sont allés chercher Geneviève, c'est-à-dire ils sont allés chercher ceux qui avaient touché au Saint-Crème. Et c'est là qu'est née l'histoire de la colombe, enfin, tout ce qui fait le sel. Je vous cite un peu, hein, excusez-moi, mais on part du principe que l'histoire, c'est du vrai qui se déforme et que la légende, c'est du faux qui s'incarne. C'est ça. Et en fait, moi, dans ma vie, il y a eu 2 moments qui ont compté. Le premier, quand je suis rentré dans la chapelle des Lucs, j'avais 12 ans, au Luc-sur-Boulogne, et que j'ai compris que tous ces martyrs, en fait, relevaient d'un génocide. En Vendée, pour ceux qui n'ont pas suivi. Et donc là, je me suis dit, je vais faire un requiem. Je vais écrire un requiem pour eux. Et ensuite, en mai 68, quand j'ai vu écrit sur les rues, sur les murs de la rue Barnabé-Brisson, où j'étais lycéen, une réplique du graffiti de la Sorbonne, cours camarade, le vieux monde est derrière toi, je me suis dit, voilà, le roman national est mort. Un jour, je ferai le roman national. Et c'est comme ça qu'est née l'idée dans ma tête du Puy du Fou. Mais ce qui est intéressant avec le roman national, c'est que ceux qui vous caricaturent en monarchiste découvrent finalement quelqu'un qui est autant attaché au couronnement de Clovis qu'à la fête de la Fédération. Pour reprendre. Ouais, enfin. Non, on peut pas dire ça avec vous? Non. D'accord. Mais parce qu'en tout cas, vous rendez un fervent hommage aux inventeurs du roman national. Vous avez parlé de Lavis, vous avez parlé de Michelet, Oui. et que donc de cette histoire qui n'est pas que celle. Non, mais attendez, alors c'est très simple. Moi, si vous me demandez si je préfère La Roche-Jacquelin à Macron, oui. Ouais, oui. Si je préfère Charette à Clémenceau, oui. Voilà. Mais en fait, il y a mon voisin qui était un paysan avisé me disait toujours faut pas trier l'histoire comme on trie la mojette. C'est-à-dire qu'en fait, on est français, on prend tout. Alors après, on a des préférences. Bon, moi, j'ai les miennes, évidemment. Mais ce que je constate, vous avez raison, c'est que après la défaite de Sedan, après 70 ans, et peut-être qu'on y reviendra, de la révolution régénération, enfin, c'est ainsi qu'elle s'appelait, la révolution qui a en fait changé de religion. La révolution, c'est pas un changement de régime, c'est un changement de religion. Donc, les historiens républicains, auxquels j'ajoute des gens comme Anatole France, etc., se sont dit, on est foutu, le pays va mourir, le pays est en train de mourir, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller chercher dans notre patrimoine, dans notre passé, de quoi réchauffer les âmes, de quoi réchauffer les cœurs, faire chanter la France avec le baptême de Clovis. Et ce qui est amusant, c'est que donc Quicherat va exhumer Jeanne d'Arc dans un travail magnifique. Quicherat, historien républicain, et l'Église suivra beaucoup plus tard. C'est-à-dire que la béatification de Jeanne d'Arc vient en 1920. Et donc, en fait, le roman national va obliger l'Église catholique, pour ce qui concerne le baptême de Clovis, Sainte Geneviève ou Jeanne d'Arc, à suivre. Et donc, c'est là qu'il y a un mystère français, qui est en fait un mystère capétien. Et c'est un mystère que je connais bien, parce qu'en tant que Vendéen, j'ai vu la rue qui a fait naître Delattre,
et qui a fait naître Clémenceau. Le blanc, le bleu. Et ça donne 2 vainqueurs de guerre mondiale pour la France. Ouais. On y reviendra, mais Bruno Retailleau, dans son bureau au ministère de l'Intérieur, a 2 tableaux vendéens voisins à quelques kilomètres de chez vous, un tableau de Delattre et une représentation de Clémenceau. Cet enseignement, il est évidemment celui d'un homme comme vous qui a étudié les historiens dont vous parlez, mais c'est aussi un enseignement familial. Est-ce que vous pouvez nous réciter la phrase que vous disait votre mère, si tu prends dans ton cœur ton petit pays? Ah oui, oui. Ma mère avait une intelligence très vive, et elle me disait, si tu prends soin d'écouter un chardonneret, tu aimeras tous les oiseaux du monde. Si tu prends soin de regarder le bond de la grenouille sur son nénuphar, tu aimeras tous les animaux du monde. Et si tu prends soin de définir pour toi-même ce qu'est l'étranger proche au-delà de la rivière Mortemer, tu comprendras ce qu'est le précaré. Et donc, en fait, petit déjà, tu sauras ce qu'est la France. Et chérir la Vendée vous permettez de chérir la France. Elle me disait, sans connaître la phrase de Gaulle, la nation est le chemin du monde. En d'autres termes, si tu es de la Macarrière, de Boulogne, de la France, tu seras romain, tu seras humain. Et donc, et me récitait le mot de Chateaubriand, que vous connaissez sans doute. Oh, que j'ai douce souvenance du cher pays de mon enfance, ma sœur, qu'ils étaient beaux les jours de France. Mon pays, soit mon amour toujours. Si tu es de Combourg, tu aimes la Bretagne, et si tu es breton, oui, tu aimes la France. Ça nous amène à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui effectivement, donc, ça a été beaucoup commenté, hein, puisque nous, on arrive, on fait cet entretien, mais beaucoup ont déjà commenté votre livre, qui, je rappelle, est un grand succès. Et donc, il y a ce tableau d'ouverture sur la cérémonie d'ouverture, justement, des Jeux Olympiques, que vous critiquez au sens assez profond du terme, hein, dont vous essayez de comprendre les soubassements qui ont amené à ce spectacle. Moi, je voulais mettre en opposition, entre guillemets, ce que vous écrivez, vous, dans votre livre, et ce qu'avait dit Marine Le Pen dans une interview à la Tribune du Dimanche, où elle critiquait la partie wokiste de la cérémonie, tout en se montrant plus magnanime que vous sur la réussite de certains tableaux, dans le détail, le bleu, blanc, rouge au début sur le pont, Céline Dion à la fin. Est-ce que vous avez été tenté, au moment où vous écrivez cette introduction, d'être une fois de plus, voilà, un peu plus magnanime pour essayer de montrer que vous êtes capable aussi de donner quelques points à vos adversaires, ou est-ce que vous assumez effectivement d'être intransigeant? C'est très simple. Cette cérémonie, cette multicénie qui nous a été administrée est une allégorie de tous nos abaissements. La France ne va plus chercher ses souvenirs dans ses prosopopées. Et quand vous avez des grosses taches, c'est tout l'ensemble qui est souillé. Comment voulez-vous que je fasse preuve de mansuétude avec les 3 grosses tâches, pour ne prendre que 3 d'entre elles, parce qu'il y a aussi la transmémoire, hein, très bien décrite par Jacques Attali, qui a dit « La France vient d'engager une voie nouvelle de la transgression ». Donc je ne suis pas fou, moi. Je ne cherche pas des électeurs, hein. Donc d'abord, il y a le tableau de la Seine, qui est une parodie. C'est inouï dans l'histoire de France. Jamais on n'aurait fait ça avec Mahomet, hein. Et donc c'est une parodie de la Seine, c'est un blasphème. Donc ça veut dire que c'est la fin de la chrétienté, parce qu'il n'y a plus personne qui a protesté, ou presque. Ensuite... À l'étranger,
bizarrement. Oui, ben oui, il y a encore des poches Aux États-Unis. de la chrétienté finissante. Oui. Ensuite, alors j'ai été horrifié par donc Marie-Antoinette qui porte sa tête dans ses mains, ensanglantée. Ça veut dire qu'en fait, on peut faire une Samuel Paty. Vous savez l'expression faire une Samuel Paty. On a le droit de décapiter une femme, on a le droit de faire un féminicide quand il s'agit de Marie-Antoinette, vous voyez, parce qu'elle n'est pas dans le sens de l'histoire. Bon, c'est horrible, c'est odieux. Et puis alors, le moment, à mon avis, le plus pathétique, c'est Aya Nakamura qui sort de l'Académie française, avant probablement d'y rentrer, compte tenu de sa langue, la qualité de sa langue, et qui fait Dja-Dja, Dja-Dja, avec la musique, la garde républicaine, et qui se balance, qui fait la danse du ventre pour appeler la pluie qui est déjà tombée. Là, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait étrange sur les ponts de Paris. Voilà. Et vous n'avez jamais candidaté, petite parenthèse, pour l'Académie française? Non. Le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas. Vous voyez, moi, non, je préfère inventer les mots que de les définir. Vous y avez encore quelques années. Oui. Alain Finkielkraut, il y a quand même des gens, je pense. Oui, non, mais attendez, l'Académie française, c'est formidable. C'est simplement chacun son destin. Oui. Moi, je pense que je suis plus utile sur le forum en descendant sur l'agora, comme les vieillards à Rome quand il y avait un danger de guerre, qu'à définir les mots de la langue. Voilà, bon, c'est une question de vocation. Oui, de tempérament. Mais simplement, ce que je veux vous dire, c'est que la cérémonie des Jeux, c'est le symbole du mémoricide. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire le mémoricide? Le mémoricide est à une nation ce que le génocide est à un peuple. Le mémoricide, ça veut dire l'ablation de la mémoire. Ça veut dire la mémoire pénitentielle quand on pratique l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Ça veut dire la mémoire invertie. Et nous en sommes là. C'est-à-dire qu'en fait, on vit à l'inverse des repères laissés par nos pères. On vit la filiation, la crémation, etc. On vit tout à l'envers. Et quand on vit à l'envers d'une civilisation, on ne participe plus de ses héritages et on ignore une loi élémentaire, c'est que ce ne sont pas les vivants qui gouvernent les morts, c'est l'inverse, ce sont les morts qui gouvernent les vivants. Et donc, aujourd'hui, cette mise en allégorie de nos tendresses enfouies, on ne la transmet plus. Il y a quelque chose qui m'a frappé récemment, un sondage, 60% des Français ne savaient plus ce que représentait le 11 novembre. Donc, quand vous avez un peuple qui vit dans l'instant, on bascule dans un trou noir. Qu'est-ce qu'une civilisation? Une civilisation, c'est quand quelqu'un qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il peut apporter est infiniment moins subtil que ce qu'il reçoit. Or, aujourd'hui, là, on est dans la transmémoire, on est dans une tentative de greffe d'une mémoire de l'instant sur la mémoire vivante qu'on est en train d'abandonner. Combien de temps un peuple peut-il vivre privé de mémoire? Ça, c'est la problématique de votre livre et c'est vraiment le fil conducteur, effectivement, de tout cet ouvrage. Moi, j'aimerais revenir sur quelques petits points, entre guillemets, rapidement, qui m'ont interrogé, avant ensuite que on parle, j'allais dire, de vous, Philippe de Villiers, et de votre destinée, entre guillemets, métapolitique. Sur l'Europe, vous revenez au projet initial de Schuman et Monnet, et vous voulez, comment dire, bousculer un peu en disant quelque part, ils ont été petits bras, ils ont commencé par une Europe par le bas, avec la communauté du charbon et de l'acier. Moi, j'avais envie de vous demander si en même temps, quelque part, ça aurait pas été pire de votre point de vue s'ils avaient commencé par le haut, c'est-à-dire tout de suite un projet plus politique.
c'est ça aussi la subtilité ou la sophistication de ce qu'on peut retrouver dans votre livre, c'est que d'une certaine manière, on vous sent aussi très européen. Vous l'avez dit tout à l'heure. Si je suis français, je suis romain. Si je suis romain, je suis humain. Qu'est-ce que un projet européen, selon vous, aboutit? Que serait un projet? Oui, que serait un projet européen abouti? Donc l'Europe, c'est comme l'a dit je ne sais plus quel philosophe, le continent de la vie interrogée. L'Europe, c'est l'Occident, c'est la naissance de l'Occident. C'est la chrétienté. L'Union européenne, j'explique dans mon livre une chose qui fait bondir les européistes, c'est qu'en fait, elle est née aux États-Unis, dans le bureau de Roosevelt. Et d'ailleurs, il suffit de lire les mémoires de Monnet pour comprendre. Qui est Monnet? Monnet, il entre au cabinet, c'est un banquier qui entre au cabinet de Roosevelt. Et c'est Roosevelt qui lui dit « Faites l'Euratom, faites la communauté de charbon et de l'acier. Faites des agences, faites une commission non élue, parce qu'il faut se méfier du peuple. » Et Monnet dit « On a voulu faire une communauté transatlantique. » L'idée de Monnet, c'était de faire, par un effet miroir, une Europe, les États-Unis d'Europe, qui viendraient se joindre aux États-Unis d'Amérique pour faire un marché planétaire de masse. C'est ça son idée. Et aujourd'hui, on voit que... Et donc l'OTAN était une pièce maîtresse. Schuman, lui, qui était donc ministre à Vichy, ce qu'on a oublié, Schuman, quand il a fait sa fameuse déclaration en 1950, la déclaration du 9 mai, cette déclaration, elle a été rédigée avec Dean Acheson, le secrétaire d'État américain, qui est venu spécialement à Paris. Et le premier président de la commission, c'était un Allemand qui est passé par les États-Unis parce que il a été chopé à Cherbourg par les Américains et il a été ensuite reconverti aux États-Unis, refilé à Delaware pour devenir le premier président de la commission. Il s'appelle Walter Hallstein. Il a porté, moi j'ai la photo que j'ai publiée dans un livre précédent, il a porté l'uniforme allemand et il était chargé d'enseignement auprès des jeunes Allemands. Voyez. Donc, quand on nous dit que l'Europe est sortie de la résistance, c'est évidemment une contre-vérité absolue. Et on n'a pas fait la bonne Europe. On a fait une Europe américaine. Toutes nos élites sont complètement américanisées, coca-colonisées. Alors qu'il fallait faire une Europe des nations européennes, les vieilles nations, un concert des nations. Voilà. Un concert des nations, c'est le mot de Metternich. Et on voit que cette Europe, elle est en train de mourir, en fait. Le mur de Maastricht va tomber comme le mur de Berlin est tombé. Ce serait trop long d'expliquer pourquoi, mais on veut ignorer les nations. Le concept de souveraineté européenne d'Emmanuel Macron est absurde. À vouloir ignorer les nations, on ignore les peuples, leur histoire et leurs grandeurs à venir en même temps que leurs grandeurs passées. Et donc, moi, je suis profondément européen au sens d'une Europe des nations qui ne soit pas l'Europe maastrichtienne ou l'Europe du traité de Lisbonne de 2005. Il y a un sujet assez fondamental, en tout cas j'imagine pour les téléspectateurs de VA+, et les lecteurs de Valeurs Actuelles, dans votre livre, c'est quand même, c'est aussi une profonde analyse de la droite en France, dont vous rappelez qu'elle n'est plus qu'une soustraction quand on est de droite et qu'on n'est pas de gauche. Mais ce que vous pointez, qui semble assez fondamental, et votre livre, lui, est un contrepoint absolu à cela, c'est l'idée que la droite a abandonné à la gauche la culture et l'éducation pour ne garder que l'économie. En quoi la droite, selon vous, pourrait se renforcer, renaître, se revivifier
justement en allant conquérir le champ culturel? Moi, dans ma vie, j'ai alterné la politique et la culture en m'inspirant d'un dialogue de Bernanos dans le dialogue des Carmélites, que je cite dans mon livre. La sœur Blanche de la Force reprend la supérieure et lui dit « Mais ma mère, c'est nous qui tenons la règle. » Et la mère lui dit « Non, c'est la règle qui nous tient. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est nous qui tenons la règle, donc c'est nous qui faisons la culture. Et la règle qui nous tient, la mère supérieure, ça veut dire c'est la politique qui tient l'ensemble, qui tient la culture. Pour prendre une autre métaphore, je dirais que les gens qui font de la culture sont des fabricants de terreau. Et les gens qui font de la politique sont des semeurs. Donc, si on sème sur la rocaille, il n'y a rien. Et si on est un fabricant de terreau et qu'il n'y a pas de semeur derrière, ça ne sert à rien. Donc, il faut les deux. Or, juste après la guerre, De Gaulle a commis une grave erreur. Ça a donné le plan Langevin-Vallon. Il a accepté l'idée d'un partage des tâches. En disant, voilà, la droite s'occupera d'économie. C'est son domaine de prédilection. Et la gauche s'occupera de la culture. Ça a donné d'ailleurs les maisons de la culture avec Malraux, qui sont des kolkhozes culturels adaptés à notre temps. Et moi, ayant lu Gramsci, et ayant médité la phrase de Lénine « Donnez-moi 1000 hommes », je me suis dit, il faut que la droite reprenne le terrain culturel. Vous pouvez reciter la phrase de Lénine en entier? La phrase de Lénine, c'est « Donnez-moi 1000 hommes et je vaincrai. Je ferai la révolution ». C'est une phrase qui m'a été rappelée par Solzhenitsyn lorsqu'il est venu en Vendée et qui m'a dit « Il suffirait de 1000 hommes en France ». Et je pense qu'il suffirait de 1000 hommes en France. Pour l'instant, on ne les a pas parce qu'il faut non seulement des tempéraments, mais des cerveaux, des vraies élites. Mais on les aura probablement. C'est pour ça que moi, je me démène, alors que normalement, j'ai plutôt l'âge de quelqu'un qui devrait aller me promener avec ma femme à Florence, etc. Vous voyez, bon, ce que je lui avais promis quand on s'est mariés. Ouais. Mais là, il y a urgence. Il y a urgence parce que dès la première du Puy du Fou en 1978, j'ai reçu des lettres de jeunes gens qui me disaient je ne savais pas que c'était possible, tout change pour moi. Et donc, moi, je sais qu'on peut changer un peuple, qu'on peut changer le destin d'une nation avec quelques minoritaires. La droite, c'est le réel. La gauche, c'est l'idéologie. C'est le principe de Faust, Méphisto dans Faust, je suis l'esprit qui toujours nie. C'est à la gauche, elle nie la réalité, elle veut la fabriquer. Donc on est le progrès, au nom du progressisme mortifère, on fait le transgenre, etc. Il n'y a pas de limite. La droite, c'est la limite, la gauche, il n'y a pas de limite. La droite dit pourquoi, la gauche dit pourquoi pas. Et aujourd'hui, en fait, la droite n'a plus d'apanage. La droite, elle n'avait plus la culture depuis 1945, mais elle avait l'économie. Or, la droite, on l'a vu avec le gouvernement Barnier, les premiers pas du gouvernement Barnier, il abandonne le terrain de la liberté d'entreprise, puisqu'il frappe les créateurs de valeur ajoutée avec l'impôt. Il restait à la droite deux choses, il y a encore 10 ans, 15 ans. Il restait la liberté de l'entreprise, c'est-à-dire pas trop de prélèvements. Giscard me disait, quand j'étais sous-préfet de Vendôme, vous savez, Philippe, à partir de 38%, un pays devient socialiste. On est à 48%. Donc, la droite, c'était
la légèreté des prélèvements pour garder la liberté des créateurs de valeur ajoutée, parce que la droite croyait que pour qu'il y ait une sphère publique, il fallait qu'il y ait une sphère privée. Et la droite, à l'époque, était attachée à tous les fondements de la société, tout ce qui touche à la filiation, la mort, la vie, etc. Et là, on s'aperçoit avec l'affaire de l'euthanasie qui revient au Parlement, que le gouvernement Barnier, en fait, rejoint la gauche. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait la différence entre la droite et la gauche? Certainement pas l'économie, puisque ils sont tous d'accord pour augmenter les impôts. C'est la même faillite, elle est partagée à droite et à gauche. Et sur ce qu'on appelle les problèmes sociétaux, ils sont tous d'accord aussi, puisqu'ils ont fait l'avortement constitutionnel, et maintenant ils vont faire l'euthanasie. Qu'est-ce qui reste à la droite? Qu'est-ce qui reste à la droite? Donc, ce système est en train de s'effondrer sur lui-même. Mais vous m'avez posé une question. Oui, qu'est-ce qui fait que Michel Barnier tombe dans le piège de la dénaturation de la droite? Moi, je pense que cette génération politique n'a pas de conviction. Puisque vous parliez de prendre de la hauteur, quelque chose qui est en une trame de fond de votre ouvrage, c'est une forme de suicide du catholicisme. Ça commence, enfin, si je remonte dans le temps, il y a cette scène assez incroyable avec l'abbé Hermouet, je ne sais pas si je prononce bien son nom, Hermouet ou Hermouette. Hermouet, qui vient vous voir un jour, c'est un prêtre vendéen, voisin du Puy du Fou, et qui vous explique que une enquête en sorcellerie va être ouverte contre votre parc. Puis de là, vous expliquez de toute façon cette propension qu'a eu, en tout cas, l'Église, clairement dans les années 60, 70, 80, de marquer contre son camp, d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle serait, selon vous, une gouvernance de l'Église catholique aboutie? Non, mais là, moi, ça, c'est pas mon sujet. J'ai déjà assez de problèmes, moi. Dans le temporel, je sais pas. Non, mais on sent que simplement, là, peut-être que les téléspectateurs vont dire qu'est-ce que c'est que cette histoire. Bon, en fait, oui, déjà, évidemment, racontons la scène. Je raconte en 2 mots. On est en 1979. La cinécénie du Puy du Fou a 1 an, des spectacles de nuit. Je suis directeur de cabinet du préfet de la Charente-Maritime et je suis convoqué par le curé des Épaisses, monsieur l'abbé Hermouet. Et donc, il est un peu gêné, il y a un petit guéridon, il y a un dossier sur le guéridon, et il me dit, voilà, le diocèse lance une enquête de sorcellerie, parce que, en gros, vous avez du monde, c'est payant, moi, j'ai plus personne, et c'est gratuit. Et là, je lui réponds, et c'est ma réponse aussi à la question que vous avez posée. Il dit, si vous aviez gardé la liturgie, peut-être que vous n'en seriez pas là. Alors, il est horrifié, et je lui cite Saint-Exupéry. Quand on écoute un chant villageois du XVe siècle, on mesure la pente descendue. Et il ajoute, Saint-Ex, faites pleuvoir sur le monde et sur le peuple quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Et je lui dis, moi, j'ai pris vos recettes, Te Deum, Requiem, etc. Et vous avez abandonné vos recettes, et maintenant, vous faites, si tu en as envie, comme Jésus-Christ lui-même, tu peux faire de ta vie un « je t'aime ». Voilà, bon, donc ça n'a plus rien, quoi. La guitare à la messe, c'est pas votre tasse de thé. C'est pas la guitare à la messe, c'est nul, quoi. C'est-à-dire ils ont tourné, au lieu de tourner vers le Golgotha, parce qu'on a besoin de mystère. Tu sais, il y a une chose qui m'avait frappé, c'est au moment où l'Église abandonne le latin, tous mes copains écoutent les Beatles. Et je dis à un copain, pourquoi tu écoutes les Beatles? Il dit, parce que je comprends rien. Donc en fait, on va vers le mystère quand on est jeune. Et on n'a pas envie de comprendre. Or, la vie est un mystère, la mort encore plus, la transcendance. Voilà. Et l'idée d'être tourné vers le Golgotha, on était aspiré vers l'Orient, là où est né
cette religion. Donc, alors j'ai eu des conversations avec le cardinal Ratzinger à l'époque, plusieurs fois. Benoît XVI, et qui allait beaucoup plus loin que moi, en fait. Voilà. Bon. Mais alors, maintenant, je vais répondre à votre question en me plaçant sur le temporel, là où je suis. En fait, j'ai vécu la fin de la matrice chrétienne, pour parler comme Jérôme Fourquet. C'est-à-dire que la matrice chrétienne s'est effondrée. Non seulement elle ordonnait la vie des gens, cette matrice, mais elle canalisait la vie, la mort, l'espérance, l'héroïsme, tout ce qui fait la grandeur de l'homme. Marcel Pagnol disait, n'importe quel chef-d'œuvre s'appuie sur 3 lieux communs: la souffrance, la mort, l'amour. Et à l'époque, le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, c'était la chrétienté qui captait la souffrance, la mort, la vie, l'amour, et qui leur donnait un sens. Aujourd'hui, on a l'Église verte, c'est ça? On a un pape qui, en fait, veut punir l'Europe. Et pour la punir, il suffit de l'islamiser, effectivement. Et ce qui me frappe beaucoup en ce moment, on voit l'Arménie qui est en train de mourir, en tout cas qui est menacée. Le Liban qui est en train de mourir, pour moi, c'est 2 symboles auxquels je suis profondément attaché. Et d'où vient le christianisme de l'Orient? Les chrétiens d'Orient sont en train de disparaître. Et où va le christianisme, puisque l'Occident est en train de disparaître, l'Occident chrétien? Alors évidemment, c'est sans compter avec toutes sortes de marginaux dont on entend à peine la mélopée, qui grelottent, frissonnent, et à voix basse récitent les très anciennes prières de nos pères. Les fameux minoritaires que vous encouragez, Oui. notamment à la fin de votre livre. Oui, parce que sans parler spécifiquement de religion, d'ailleurs. Moi, je pense à la chose suivante. Si la matrice chrétienne doit disparaître complètement, l'Occident disparaîtra. C'est le fameux dialogue que je cite, je pense, dans mon livre, entre Rémi et Cloïs. Ils sont dans la vigne, parce que Rémi est l'évêque vendangeur. C'est le premier champagne. Et il explique à Clovis la chose suivante. Toutes les sociétés obéissent à la même loi. Quand elles ont cessé de vivre de leur raison d'être et que l'idée qui les a fait naître leur est devenue comme étrangère, elles se démolissent de leurs propres mains. Et Clovis dit, et comment on voit ça? Parce qu'il parle en fait de l'Empire romain. Rémi, l'évêque Rémi. Et l'évêque Rémi réfléchit et lui dit la honte. Quand un peuple a honte de ce qu'il a été, de ce pourquoi il a été convoité, il commence à mourir en lui-même. Il commence à mourir à lui-même, à ce qu'il y a de plus précieux en lui. On vit une période assez particulière, entre guillemets, pour vous, Philippe de Villiers, puisque le Vendée Globe vient de s'élancer. C'est vous qui avez créé cette course. Et on a vu que c'est une course qui, chaque année, prend de plus en plus d'ampleur Tous les 4 ans. Médiatique. Pardon, excusez-moi, tous les 4 ans, effectivement, comme la route du Rhum. Votre livre est numéro 1 des ventes. François-Olivier Gisbert vient de publier un édito assez dithyrambique dans Le Point sur vous et votre livre. Vous avez une émission qui cartonne sur CNews le vendredi soir et dont même le replay le samedi sur Europe 1 réalise des très bonnes audiences. Et je parle même pas des chiffres mirobolants du Puy du Fou. Est-ce que vous êtes en train de vivre une sorte de revanche?
Un été indien. C'est plus joliment dit, effectivement. Voilà. Non, en fait, j'ai passé une partie de ma vie à lutter contre l'esprit ambiant en menant des combats qui étaient perdus d'avance. Et puis, avec le recul, l'histoire me donne raison. Je citerai 2 combats. Le premier, c'est la Vendée. Je voulais réhabiliter la Vendée. Je ne savais pas qu'un jour Solzhenitsyn viendrait en Vendée. Je ne savais pas que le Puy du Fou aurait autant de succès, etc. Bon. Parce que quand j'étais petit, mes copains baissaient la tête quand on prononçait le mot Vendée. Parce qu'on était du mauvais côté de l'histoire. On disait, c'est bien fait pour vous. Vous n'avez pas voulu participer à la régénération des droits de l'homme. Bon. Aujourd'hui, je pense que ce combat, il est gagné. Il y a encore quelques historiens à la Sorbonne qui se réunissent sous un abri à trottinette. Mais c'est fini. Le mouvement général, c'est la reconnaissance du génocide vendéen. Ça, c'était mon premier combat. Le deuxième combat, c'était établir une fois pour toutes que contre le traité de Maastricht et tout ce qui a suivi, il n'y a pas de destin possible pour une nation en dehors de la souveraineté. Et quand j'ai vu Macron utiliser le mot souveraineté européenne, je me suis dit c'est gagné. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites piquer le mot que vous avez créé, moi j'ai créé le mot souverainisme. Il y a un chapitre entier consacré à ça. Voilà. Et quand j'ai créé le mot souverainisme, on était 2 avec Paul-Marie Couteau à tenir sur ce mot. Et Pasqua, Séguin, a fortiori Chevènement et tous les autres disaient non, souverainisme c'est trop québécois, c'est trop ceci, cela, ça va pas, c'est bon. Voilà. Et en fait, la victoire des mots précède la victoire des choses. Et quand je vois aujourd'hui que tout le monde est souverainiste, ou presque, on est en train de gagner. Voyez. Donc, c'est agréable ou pas d'être un peu plus porté qu'avant? Ah non, mais c'est pas... non, on peut pas dire... je peux pas dire que je suis porté parce que en face de nous, on a un mastodonte. Et je pensais à la victoire de Trump, par exemple, qui s'est battu contre tout l'establishment. Et nous, en France, aujourd'hui, je suis comme le saumon en hiver qui remonte la Loire, les échelles, toujours, à 75 ans. Et ce qui me sauve, c'est la devise de Richelieu. Il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Mais est-ce que, quand même, vous n'avez pas l'impression que, contrairement à une époque, vous avez aujourd'hui évidemment plus de canaux de diffusion à votre disposition, plus de relais pour vous soutenir, une portée qui dépasse celle qui a pu être la vôtre, hein, non pas qu'elle était inexistante avant, mais entre guillemets, plus le temps passe, plus vous vendez des livres, plus le temps passe, plus vous faites d'audience, et plus le temps passe, plus des gens se rallient à votre panache blanc. Oui, mais moi je raisonne pas comme ça parce que aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, dans les écoles de France, on dit à tous les enfants de France, t'es peut-être une fille, t'es peut-être un garçon, etc. Et puis dès qu'ils sont adultes, on leur dit il faut être des citoyens décarbonés. Voilà, si vous êtes de droite, vous êtes un fasciste, Ouais. etc. Donc pour voilà. vous, la droite continue d'être maltraitée en France? Elle est absente. Elle est absente puisqu'il n'y a plus d'autorité éditoriale, magistrale, spirituelle, temporelle. Il n'y a plus de voix. Là où vous êtes peut-être contre-intuitif et où vous prenez une partie de notre public à revers, en tout cas, c'est donc d'alerter la droite sur le mirage de certaines victoires culturelles, étant donné
l'entièreté du tableau. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris dans votre livre, c'est que vous avez évidemment croisé énormément de gens dans votre vie, et pas que des gens d'accord avec vous. Il y a quelqu'un que vous citez régulièrement au fil des pages, c'est Valéry Giscard d'Estaing, les discussions que vous avez eues avec lui, et vous-même, vous l'avez cité là il y a quelques minutes dans cet entretien. Est-ce que il y a un risque, notamment aujourd'hui précisément pour la droite, de se complaire dans un entre-soi, c'est-à-dire de considérer qu'il y a suffisamment de gens qui sont un peu d'accord entre eux aujourd'hui, y compris dans une forme de politiquement incorrect, d'anticonformisme, et de résultat de pas être assez conquérante ou gourmande de prosélytisme. Il faut d'abord établir en soi les points précieux qui vous permettent de vous situer dans le temps et de savoir où sont les convictions de la survie. Moi, quand je parlais avec Giscard, je savais sur quoi on était d'accord et sur quoi on n'était pas d'accord. Et je lui disais, aujourd'hui, il n'y a plus de colonne vertébrale. Et regardez, si c'est l'histoire du transgenre à l'école, qui s'élève contre ça? Personne. Et regardez sur la question de la souveraineté, tout le monde se lamente sur le Mercosur, mais personne ne réfléchit à la question essentielle. On n'a plus le droit de veto. On est à la majorité qualifiée. Donc, quand vous n'avez plus le droit de veto, que vous êtes à la majorité qualifiée, vous êtes plus souverain. Donc, les deux questions clés, l'identité et la souveraineté, ne sont plus posées et ne sont plus réfléchies, ne sont plus pensées dans la classe dirigeante, les élites. Est-ce qu'il y a quand même un risque d'entre-soi de la droite? Parce que, pour être déjà allé au Puy du Fou, la population est diverse. Je pense pas qu'il y ait que des gens qui ont voté Philippe de Villiers aux européennes, ou Jordan Bardella plus récemment, ou qui sais-je. Et que est-ce que vous appelez entre guillemets la droite à sortir d'elle-même d'une certaine manière, y compris sur le plan médiatique? C'est-à-dire que évidemment, on ne peut que se réjouir du succès de CNews, de la bonne forme de valeur actuelle, de vos chiffres de vente de livres. Mais si c'est pour, à contrario, que on ne parle plus ailleurs, ça serait finalement une défaite aussi, non? Quelle est votre stratégie là-dessus? La stratégie, elle est très simple. Moi, elle a toujours été la même. C'est à partir d'une devise paysanne. Aller dans le champ du voisin et effectuer les semailles, quitte à ce qu'ils ne s'en aperçoivent pas, et faire lever le bon grain dans le champ du voisin. C'est-à-dire, en fait, faire ce que fait la gauche, mais dans le sens inverse. Et donc, ne jamais rester ne jamais rester chez soi. Si vous étiez invité à la matinale de France Inter ou chez Quotidien ou à quelle époque, vous iriez ou pas? Non. Alors pourquoi? Alors, je n'irai pas parce que... aucune de ces trois émissions? Non, parce que moi, je n'accepte pas qu'on me lie les mains dans le dos et les chevilles et qu'on me dise maintenant tu vas te battre contre un adversaire qui, lui, aura les mains libres. Vous êtes sûr que ça se passerait comme ça Oui. Même y compris, Quotidien peut-être un peu plus, mais à la matinale de France Inter ou à quelle époque, c'est pas sûr que vous soyez mal reçu. D'ailleurs, la preuve, je ne suis pas invité. ça, c'est sûr. Je vais vous dire une chose capitale par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous dites, mais maintenant, en gros, vous êtes aimé par les gens alors que vous n'étiez pas aimé par les gens, etc. Bon. Et vous savez pourquoi? C'est qu'en fait, j'ai non seulement été traité comme un paria, mais j'ai été traité comme un lépreux. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un studio et que Yvan Levaille vous dit mais quelles sont les différences que vous avez avec le nazisme, etc., vous êtes foutu, quoi. Et vous racontez donc, aussi, par rapport au Guignol de l'info, vous êtes assez... oui. Enfin, vous dites avoir été assez secoué, je sais pas comment dire ça, par... Détruit.
détruit. Quand j'allais dans une réunion à Nîmes, un jour, le type me dit: «Pourquoi vous voulez jeter les immigrés à la mer?» Je dis: «Mais j'ai pas dit ça». Il dit: «Bah si». «Ah non, bah c'est les guignols de l'info». Oui, on Donc pourrait dire que la satire des Guignols de l'info non, touchait mais tout le monde. moi j'étais l'objet de toutes sortes de satires, le Canard enchaîné, les guignols de l'info, Mais vous aviez etc. un traitement de défaveur, vous pensez, par rapport à d'autres? Mais c'était effrayant, effrayant. Alors maintenant, la chance que nous avons, c'est qu'il y a des médias de la parole alternative, dont vous faites partie, euh, et, et on est en train quand même de gagner la bataille des idées, c'est-à-dire que ce qu'on disait il y a 30 ans sur l'identité, sur la souveraineté, par exemple, c'est tellement... le monde entier nous donne raison avec tout ce qui se passe, quoi, donc voilà. Comment vous définiriez le rôle de Vincent Bolloré en France? Vous en parlez un petit peu dans votre livre, mais est-ce que vous pourriez nous dire euh, quelle est selon vous la portée de son influence métapolitique aujourd'hui? Alors je pense que les nouveaux héros sont ces capitaines d'industrie qui, sans sectarisme, ont l'amour du pays, pratiquent un capitalisme sacrificiel et mettent une partie de leurs moyens au service de la liberté d'expression qu'ils considèrent comme dangereusement menacée. Et pour répondre à votre question, Vincent Bolloré, pour moi, c'est un héros moderne qui cherche à garantir des hauts lieux de la parole alternative. Il est rare que les entrepreneurs, qui sont des créateurs de valeur ajoutée, soient en même temps des créateurs de valeur. Un créateur de valeur ajoutée, il regarde sa valeur ajoutée et il fait ses comptes. Un créateur de valeur ajoutée qui cherche à devenir en même temps un créateur de valeur et qui s'endort le soir en pensant à la France, et qui se réveille le matin en pensant à la France, et qui s'endort en pensant à la France souffrante, et qui se réveille avec la France souffrante, c'est autre chose. C'est l'une des rencontres les plus déterminantes de ces dernières années pour vous? Oui. Parce que c'est un amour, entre guillemets, un peu tardif. Enfin, ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes aussi proches. Oui. Enfin, on se connaît depuis assez longtemps. Et j'ai pour lui une profonde affection et une grande admiration. Il a si vous voulez, c'est un Breton. Ouais. Ce qui est en général effectivement une qualité oui. Et c'est plutôt porteuse. Le roc de l'Armorique battu par les vents de Galerne. Et en même temps, comme il le dit lui-même, il a l'art de semer ses poursuivants grâce à ce qu'il appelle le déhanché du lapin breton. Et dont j'ai dit le titre d'un de vos chapitres. Que le déhanché du lapin breton n'a qu'un seul rival, c'est le déhanché du lièvre puy-follet. Et à l'intérieur de ça, justement, le rôle de valeur actuelle, petite question un peu auto-centrée, mais dans cette galaxie-là, comment vous l'identifieriez? Ramener l'événement du jour dans son instantanéité à ce qu'on appelait jadis les universaux, c'est-à-dire les questions de la survie. C'est ce que vous essayez de faire, et donc je vous donne acte de cette œuvre-là. Oui. C'est pour ça que je suis heureux de venir. Et on est heureux de vous recevoir, Philippe. On ne s'était pas parlé depuis je vais vous dire pourquoi. Vincent, il me dit toujours quelque chose que je vais vous dire. On n'est pas trop nombreux. Et donc, la division est un luxe portant de paix. Quand on est dans la tranchée,
on échange la gourde, faute de pouvoir échanger le courrier. Et c'est vrai que la gauche s'est mieux chassée en meute Oui. que la droite. Oui. Question un peu d'actualité, mais vous savez que Jean-Marie Le Pen est très souffrant en ce moment, hospitalisé depuis quelques jours. Et vous avez écrit une lettre il y a très longtemps, dans laquelle il vous qualifiait d'adversaire du même camp. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette lettre, c'est Marion Maréchal qui me l'a rappelé l'autre jour. Est-ce que déjà vous trouvez la formule, même si elle est peut-être sévère, vous voyez pourquoi il utilise cette formule? Et la seconde question, c'est qu'est-ce qu'il faut, selon vous, qu'il reste de lui dans la postérité? Jean-Marie Le Pen, il aura assisté depuis son balcon à la victoire de ses idées. Et qu'est-ce qui reste de lui? C'est simple, c'est que c'est lui qui a le premier pointé du doigt la question de l'immigration, dès 1982. Voilà. Et donc, en fait, il a expliqué, le premier, que si on cédait à l'immigration invasive, le pays serait en danger. On ne peut pas dire qu'il a eu tort. Voilà. Et pour autant, donc, vous étiez des adversaires du même camp. Est-ce parce que ces outrances ont fait que vous ne pouviez pas travailler ensemble? La manière de pratiquer la politique n'était pas la même que la vôtre? Qu'est-ce qui a fait finalement que votre chemin ait été plutôt parallèle que convergent? Alors, il y avait chez lui et chez ses amis une tendance à l'exil intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas de ce monde-là, donc on ne veut pas y participer. Et moi, je disais, à partir de ma propre devise, il ne faut pas être des exilés de l'intérieur. Et un jour, je lui ai dit, vous savez, Jean-Marie, si vous aviez été maire de la Trinité, peut-être que vous auriez été président de la République. Et c'est vrai que c'est pas là où il réalisait ses meilleurs scores. Voilà. Non, mais simplement, il faut ancrer les idées pour pouvoir ensuite mieux témoigner. Voilà, c'est une différence de méthode. Et je me souviens que souvent, dans l'avion, quand j'allais à Strasbourg, je croisais Bruno Gollnisch qui me disait « Alors, le notable », parce que j'étais président du Conseil général de la Vendée, il disait le notable. Bah oui, mais le notable, il a fait le Vendée Globe, il a fait l'ICES, il a fait, etc. Ouais. Là où Jean-Marie Le Pen était trop enfermé dans un rôle d'opposant. Ouais, enfin, c'est pas ce qu'on gardera de lui. Ce qu'on gardera de lui, c'est quand même le positif, c'est-à-dire qu'il a posé le problème de l'immigration en France. Il a été le premier, il l'a fait courageusement. À l'époque, dans un désert, ça lui a valu tous les colibés. Et vous avez écrit récemment à Marine Le Pen au sujet de son père ou pas? Non, mais j'ai envoyé un message à Marine quand j'ai appris le réquisitoire. Et elle m'a répondu. Voilà. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Et je lui ai dit, je suis de tout cœur avec toi. Ce qui se passe est scandaleux. Et je compte dans mon émission les cartonner. Vous vous souvenez de la phrase de Mitterrand, les juges ont tué la monarchie. Oui. C'est eux qui tueront la République. D'ailleurs, vous la paraphrasez quasiment dans votre livre, je l'ai noté. Non, page 221. La phrase de Mitterrand, c'est « Les juges ont eu la peau de l'ancien régime, ils vont avoir la peau du nouveau. » Voilà. Les premiers rois de France voyaient bien que le danger pour un pays souverain, il est double. Ce sont les empires à l'extérieur pour la souveraineté externe, et ce sont les féodalités à l'intérieur pour la souveraineté interne. Et quand on regarde l'histoire de Saint-Louis, on voit que les barons cherchent
à le diminuer et même à le soumettre. C'est la fameuse bataille de Montlhéry où c'est le peuple qui vient le chercher pour le soutenir. Et qu'est-ce que fait Saint-Louis? Il décide de rendre la justice sous son chêne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il est la cour d'appel. Il veut que les sujets du royaume de France puissent faire appel des arrêts, des jugements des cours seigneuriales. Et de tout temps, la question du Parlement, c'est-à-dire la question des juges, se pose avec acuité. Il y a un moment extraordinaire dans la vie de Louis XIV. Il est à la chasse, à Fontainebleau, et Mazarin vient le prévenir. Les parlementaires sont en train de décortiquer vos édits et ils refusent de les enregistrer. Donc c'est une prise de pouvoir. Et compte tenu de ce qui se passe en Angleterre, le jeune Louis XIV est inquiet. À bride abattue, il fonce vers le Parlement. Il arrive tout crotté. Il arrive de la chasse avec son fouet. Et il donne un coup de fouet et il dit aux parlementaires, c'est pas vous les souverains. Maintenant, vous allez enregistrer les édits. Et là, avec son intelligence incroyable d'anticipation, il mesure qu'on est passé à côté de la catastrophe, c'est-à-dire la prise de pouvoir par les juges, par la toge et l'hermine. On connaît la suite, puisque ce sont les parlements qui feront la révolution. Et là, ce qu'on est en train de vivre en France, c'est ce qu'ont vécu les Américains avec les procès faits à Trump, c'est ce que vivent les Italiens avec Salvini. Salvini, il est quand même, il va peut-être être mis en prison parce que il a voulu arrêter des bateaux de migrants, de passeurs. Et donc, le procès de Marine Le Pen, c'est la République des juges qui travaille au service du système, parce que le système voit qu'il ne peut plus arrêter le peuple, qu'on appelle le populisme, que le peuple veut sa survie, le peuple veut la sécurité, le pouvoir d'achat, la fin de l'immigration, etc. Le peuple hurle. Et le système veut faire taire le peuple. Et comme il ne peut pas endiguer la montée en pression, il élimine les candidats gênants. Est-ce que vous pensez qu'on a réalisé en 2016 à quel point les juges ont pu phagocyter la campagne de François Fillon? Ça a commencé en 2016, effectivement, puisque le parquet national financier a éliminé un candidat, ou quasiment éliminé, François Fillon. Et là, maintenant, c'est Marine Le Pen. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez presque plus de gens pour défendre Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon à Gérald Darmanin, en passant par Philippe de Villiers, qu'il y avait de gens en 2016 qui ont laissé cette campagne présidentielle de manière un peu hypnotique se faire sous la férule finalement des juges. Oui, parce qu'en fait, c'était tout neuf, l'histoire du parquet national financier, et je pense que les gens ne réalisaient pas qu'on était en train de basculer dans autre chose. Sur le plan démocratique. Et là, par exemple, ils ne réalisent pas, les hommes politiques, que ça va s'appliquer à eux, hein, tout ça. Et une chose que je veux vous dire, c'est que, en fait, la justice, là, les juges, la République des juges, ben, ils appliquent les lois. Donc, en fait, ce sont les hommes politiques qui sont en train de s'autodétruire. Qui scient leur propre... Oui. Et je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire encore, et qui est l'essentiel du problème. C'est que moi, quand j'étais député, il y avait une règle, c'était la séparation des pouvoirs, mais qui était scrupuleuse. C'est-à-dire que, par exemple, les juges n'avaient pas le droit de venir perquisitionner, etc. Et la séparation des pouvoirs interdisait aux juges de se mêler de ce qui se passe à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a encore 20 ans,
il était impensable que les juges disent « Attendez, mais vous êtes assistant parlementaire, mais vous ne devez pas faire de politique, vous devez faire ceci, vous ne devez pas faire cela. » C'est-à-dire que les juges jamais ne se seraient mêlés de l'activité politique de l'Assemblée. Jamais. Or, aujourd'hui, on assiste à une violation de la séparation des pouvoirs, puisque les juges disent « Ah, mais les assistants parlementaires avaient le droit de travailler comme employés du Parlement européen, mais ils n'avaient pas le droit de travailler pour leurs députés sur un plan politique. » C'est totalement absurde. Est-ce que vous pensez que si Marine Le Pen n'est pas condamnée par la justice, elle peut un jour faire plus de 50% des voix en France? Oui. Et qu'est-ce qui lui manque? Et en fait, on parle toujours de plafond de verre. Ouais. Le plafond de verre, il y a un plafond de verre jusqu'au moment où le plafond de verre saute. Oui. C'est une meilleure candidate que Jordan Bardella ou pas? Jordan Bardella, il est jeune, il est talentueux, il a des convictions, il a 29 ans. Donc, et qu'est-ce qu'il pourrait faire alors en tout cas que Marine Le Pen fasse 50% plus une voix? Ce qui se passe en ce moment. Parce que, en fait, je vous prédis que ce que nous sommes en train de vivre, c'est un séisme, et que quand il y a un séisme, il y a toujours des répliques. Et, qui se passe en ce moment au tribunal. Oui. Et ce gouvernement est provisoire. Il pourrait bien faire l'objet d'une exécution provisoire, comme on dit au tribunal. Ouais. Et donc, on va dans l'inconnu. On va vers une présidentielle. Alors, je ne veux pas être cartomancier. Mais une présidentielle anticipée. Je ne vois pas comment le système peut durer. Le gouvernement Barnier est informe. C'est pas possible quand vous les voyez tous ensemble. Ce matin, je voyais une photo du Figaro, il y avait Attal, Retailleau, etc. Ça ne peut pas marcher longtemps. Est-ce que dans le combat des idées qui est le vôtre, vous pensez, et en vue d'une future élection présidentielle, est-ce que vous pensez que l'endroit le plus utile pour Éric Zemmour, c'est comment dire, un poste intellectuel ou une activité politique plus opérationnelle? Alors, Éric Zemmour, vous avez parlé de Jean-Marie Le Pen tout à l'heure. Éric Zemmour, il a un mérite parallèle à celui de Jean-Marie Le Pen, c'est d'avoir mis sur la place publique le grand remplacement, la problématique du grand remplacement. Et en fait, quoi qu'il arrive et quoi qu'il lui arrive, ça restera. C'est-à-dire que pour les Français, celui qui a vu l'immense danger que le peuple français soit remplacé sur son propre territoire, c'est Éric Zemmour. Voilà. Alors après, c'est à lui de voir. Moi, je garde pour lui affection, admiration, parce qu'il est courageux et lucide. Mais puisque vous avez de l'affection, vous avez envie qu'il soit épanoui et le plus utile possible. Et selon vous, où est-ce qu'il pourrait être épanoui et le plus utile possible? Ouais, il peut être épanoui. Il faut qu'il continue à parler, parce que quand il parle, tout est intelligent. Mais Mauricide, c'est la suite du suicide français ou pas? C'est une variation du suicide français. C'est-à-dire qu'en fait... Quel est le rôle de l'un et de l'autre leader? Il a dit il y a quelques années, attention, on est en train de se suicider. Et moi, je constate que cet avertissement n'a pas été entendu. Voilà. Donc, c'est un prolongement. Éric Zemmour et moi, comme d'autres, quand on dit quelque chose, on ne nous écoute pas. Et puis 10 ans après, on dit « Ah, ils avaient raison ». C'est un peu tard. Il y a quelque chose qui me perturbe avec Emmanuel Macron, et surtout, entre guillemets, vous concernant, c'est qu'il se trouve que j'étais au Puy du Fou le jour où Emmanuel Macron est venu pour Valeurs Actuelles, et on avait fait un article. Vous aviez dîné le soir avec lui avant qu'il assiste à la Cinécénie.
C'est une époque où les lecteurs de Valeurs Actuelles pourront regarder nos archives. Emmanuel Macron parlait auprès de nous de Lavis, que vous avez cité, de Michelet, et expliquant et justifiant sa venue au Puy du Fou, justement par son attachement au roman national que vous avez évoqué en début d'entretien. Vous aviez à cette époque des discussions nourries, il semblait faire des pas vers vous, et c'est d'ailleurs, on peut regretter que peu de politiques viennent au Puy du Fou, et lui en faisait partie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Emmanuel Macron, le Emmanuel Macron du Puy du Fou, devienne le Emmanuel Macron de la cérémonie d'ouverture des JO? Ben ça, il faut lui poser la question à lui. Hein. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que les premiers contacts que j'ai eu avec lui, les premières rencontres que j'ai eues avec lui, me laissent pantois quand je le vois aujourd'hui. On n'était pas encore à Carlito, McFly. McFly et Carlito, ouais. Oui. Et c'est vraiment lui qui a changé, c'est pas votre relation qui a changé, c'est lui qui a changé. Ah ben, c'est-à-dire qu'en fait, le double langage, ça ne dure qu'un temps, parce qu'à un moment donné, un jour, il me dit, Orban, il est extraordinaire. Vous avez raison, parce que j'avais rencontré Orban, il me dit, vous avez raison, c'est le plus intelligent. Bon, c'est le mentir vrai d'Aragon, Macron. Quand il vous parle et qu'il vous dit, je suis allé à la fête de Jeanne d'Arc, et c'est volontairement que j'ai effectué cette transgression, pour qu'ils comprennent tous. Donc vous dites, j'étais à la rotonde là, avec lui. Et, voilà. Ou quand je lui ai dit, le problème numéro 1 de la France, il n'y en a pas d'autre, c'est l'immigration. Il faut un référendum. Il me dit, il se tourne vers Brigitte, il dit, il a raison, on va le faire. Bon. Donc, il y a un moment donné, voilà. Et quand je lui ai écrit une lettre pour Vincent Lambert, il me répond une lettre que j'ai, mais c'est privé, ouais. Mais une lettre manuscrite. Qui va dans votre sens. Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense de vous aujourd'hui, vous pensez? Bon, ça m'est totalement indifférent. Parce qu'en tout cas, vous avez tenu à finalement dévoiler sa vraie nature au fur et à mesure de vos écrits, de vos interventions. Oui, il doit certainement m'en vouloir. Mais comme il en veut beaucoup à toutes sortes de gens avec lesquels il a frayé à un moment donné, et qui ensuite se sont détournés de lui parce que c'est fatigant, Macron. Moi, ce que je lui reproche, ouais. qui était invisible à l'œil nu en 2016-2017, c'est que il a touché à l'État régalien. Il a supprimé le corps préfectoral, il a supprimé le corps diplomatique, c'est-à-dire les deux poutres maîtresses de la souveraineté, voilà pour l'État. Ensuite, il a touché à la société, il a trituré la société en touchant à la mort, à la vie, à la filiation. L'avortement constitutionnel, maintenant l'euthanasie, mais avant il y a eu la PMA, etc. Il a détruit la famille. Et enfin, il a touché à la nation avec ce concept de souveraineté européenne qui détruit la souveraineté d'un pays, la souveraineté de la nation. Mais ça a des conséquences concrètes, c'est-à-dire que les policiers, par exemple, vous diront que maintenant ils ne peuvent plus utiliser les caméras en garde à vue parce qu'il y a une loi européenne, une directive européenne. Donc c'est concret ce que je dis. Et quand vous transmettez votre souveraineté à d'autres, ben, vous êtes gros gens comme devant. Et les paysans en ce moment savent que la France n'est plus souveraine. Et un syndicat comme la FNSEA qui a cru à l'Europe, de Maastricht, qui ne croyait plus au marché commun, à la préférence européenne, ben aujourd'hui la FNSEA, elle a ses yeux pour pleurer. Ouais. Et Brigitte Macron était aussi au Puy du Fou, et puis sans parler effectivement des différents repas que vous avez pu avoir à la Rotonde ensemble. Elle est réputée être plus de droite. Vous pensez que elle, contrairement à son mari, elle n'a pas de sincérité successive? Je ne sais pas, je la connais pas assez bien. Vous n'avez pas eu des discussions? Je la connais pas assez bien. Je sais que à chaque fois qu'on parlait
des grandes questions de la survie de la France, elle soulignait ce que je disais. Par exemple, quand j'ai dit à Emmanuel Macron, Emmanuel Macron me dit qu'est-ce qu'on attend du président? Et je lui ai répondu qu'il habite la fonction, qu'il habite le corps du roi, c'est Kantorowicz. Et là, elle s'est tournée vers lui, elle dit il a raison. Oui. Bon, donc, moi, je ne sais pas quel rôle elle joue. Je ne sais pas si elle a du mal à le suivre, mais en tout cas, c'est un naufrage, Macron. C'est le naufrage de la France en même temps. Si vous d'ailleurs demandez aux chefs d'État qui connaissent Macron, ce qu'ils pensent de Macron, ils vous diront la même chose. On a du mal à le suivre parce qu'ils sont polis. Vous savez, il y a une chose qui m'avait frappé quand il était au Kazakhstan un jour. Et il a fait une conférence devant des étudiants. Et un étudiant du Kazakhstan qui lui dit « Quand vous serez plus président, qu'est-ce que vous ferez ?» Et il a répondu « Je ferai toute autre chose ». Et c'est révélateur cette phrase. Pourquoi? Parce que quand on a habité le corps du roi, on en garde quelque chose. On ne peut pas avoir été le chef de la tribu et ensuite finir croupier au casino du Touquet. Philippe de Villiers, le dernier tiers de ce livre est donc consacré au sursaut, et pour respecter un peu votre propre chronologie ou votre propre plan, j'aimerais juste que vous nous disiez ce que vous attendez de la réouverture de Notre-Dame, sachant que vous consacrez à cet incendie des lignes assez enfiévrées également. L'ouverture de Notre-Dame, pour moi, c'est une allégorie française. Et je vous rappelle d'ailleurs, Tugdual, que quelque chose que vous avez peut-être oublié, c'est que dans la nuit de l'incendie de Notre-Dame, vous m'avez appelé et on a fait ensemble une interview au petit matin, très tôt. Et je vous avais dit, on vient de vivre une allégorie de la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je me suis couché à minuit, les pompiers expliquaient, voilà, les tours vont s'effondrer après la flèche, la couronne d'épines va être emportée, le grand orgue fini, demain matin, Notre-Dame ne sera plus qu'une ruine. Et le lendemain matin, les tours sont encore là, les vitraux sont encore là, Notre-Dame est sauvée. Et en fait, c'est très français, tout est sauvé fort l'honneur. Et en fait, j'ai repéré depuis longtemps, depuis ma plus tendre enfance, que toute l'histoire de France tourne autour de cette confidence française. J'ai bien peur que tout soit perdu. Et puis derrière vient un autre mot qui flanque le premier et qui le dément. Non, tout n'est pas perdu, tout est sauf. Et pour moi, cette manière française du sauvetage inespéré, c'est 2000 ans de sémantique du relèvement symbolique. Tout est dans Clovis, en fait. Les patriciens romains, dont l'évêque de Reims se disent tout est perdu, la romanité va être vaincue par les barbares. Ils choisissent un barbare, et en fait le barbare est un conquérant qui va se laisser conquérir par sa conquête, et il sauve le patrimoine romain, il sauve la culture romaine, il sauve la civilisation romaine. Donc tout est sauf. Ouais, et ça commence donc avec Clovis, et ensuite, sans qu'on y prenne garde, il y a une espèce de rédemption française à chaque moment de désespérance. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, un très vieux peuple
porte en lui, dans ses entrailles, quelque chose de l'instinct de survie, qui le porte au-delà de l'instant, et qui lui donne une sorte d'instant supérieur, qui lui permet d'affronter les événements et de vaincre les moments de désespoir. Et donc, moi, je me dis, la France ne peut pas mourir. Parce que quand on regarde son histoire, elle aurait dû mourir 100 fois. Et vous qui êtes croyant, est-ce que vous pensez qu'il existe pour les nations comme pour les êtres humains les effets bénéfiques de la miséricorde? C'est-à-dire que Ben, moi, ce que je crois, c'est que France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême? C'est-à-dire, pour moi, j'ai fait un livre sur Clovis parce que j'étais fasciné par ce dialogue au-dessus de la cuve baptismale. Fier Sicambre, jette tes colliers, adore ce que tu as brûlé, brûle ce que tu as adoré. Et en cet instant, tout bascule, tout commence avec l'eau baptismale. Clovis fait baptiser ses soldats, les Antrustions, et la France vit. Donc il reste du baptême de la France quelque chose de poétique et d'une puissance de poésie telle que les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. vous évoquez souvent le destin de votre pays ou de vos semblables, mais vous êtes très peu bavard sur finalement le vôtre. En tout cas, vous évoquez, à ma connaissance, très rarement la mort, la vôtre. Pourquoi? Parce que ma mort est sans importance par rapport à la mort de la France. Et pour l'instant, je me préoccupe de la mort de la France, qui me hante. Voilà. Et quand je vois la pente qu'on dévale, je me dis, on s'en approche. Et donc, je n'ai plus de temps pour moi. Mais je vais vous répondre, je crois à quelque chose qui est instinctif, c'est la communion des saints. C'est-à-dire mon papa, ma maman, ma sœur, qui sont plus là, je pense qu'ils sont vivants. Voilà, je me raccroche à ça. Bon. Heureusement, je m'occupe pas des affaires de l'Église, parce que sinon, je serais désespéré. Donc, je me tiens éloigné de toute forme de caricature. Et que pensez-vous que puisse vous dire Saint Pierre quand vous arriverez au paradis? Je pense que il me dirait, maintenant tu vas apprendre à te taire. C'est plus toi qui parles. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup.